Donc, je sais que Maxime Pollery était professeur au département d'anthropologie de l'Université Laval et que la conférence qu'elle a prononcée aujourd'hui, grosso modo, bon, s'intitulait Gouvernance radioactive, la politique de revitalisation après l'accident nucléaire de Fukushima. Donc, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. La conférence devrait durer une quarantaine de minutes, après quoi on aura quelques minutes disponibles pour les questions et échanges. Et on devrait terminer le tout autour de 13h50. Pardon. Alors, sans plus tarder, l'écran est déjà partagé. Je t'invite à prendre la parole. Bon, Merci. ben, merci beaucoup tout le monde. Merci d'être venu. Ça me fait un plaisir de parler de mon livre qui trace l'après-désastre à Fukushima, donc grosse catastrophe nucléaire survenue au Japon en 2011. Merci au CIRS de m'inviter une deuxième fois. La première rencontre que j'avais eue m'avait justement aidé pour le livre. Donc, quand je suis allé à Fukushima en 2015, à un moment donné, j'ai fait beaucoup de travail avec des fermiers, donc d'anciens fermiers qui avaient travaillé les riz, puis qui avaient été obligés d'être évacués après le désastre. Donc, ils avaient passé 5 ans très loin de chez eux. Et plusieurs de ces fermiers avaient très hâte de revenir à Fukushima. Bon, quand ils sont revenus, ils étaient très, très heureux. Bon, les gens me disaient, ah, je suis tellement content de finalement revenir dans ma terre natale. L'évacuation avait été vraiment très, très désastreuse. D'un autre côté, j'ai aussi fait du terrain avec des mères de famille et des mères qui, eux autres, avaient un discours très, très différent. On disait, par exemple, ah, le gouvernement japonais passe son temps à parler de revitalisation, de reconstruction, mais ça nous encourage, en tant qu'évacués, à retourner dans des zones à haut risque. Puis quand on critique ce que le gouvernement fait, on se fait qualifier d'antipatriotique. Donc, on a deux récits qui semblent décrire des événements très, très différents, tant les expériences qu'ils relatent sont différentes. Bon, la notion même de risque, la notion même de revitalisation revêtait des significations drastiquement différentes pour les gens. Et bon, même s'il y a quand même une zone grise un peu entre ces deux extrêmes, il y a un récit qui a pris beaucoup d'ampleur pour définir, si vous voulez, un petit peu la portée officielle du désastre. Et mon argument, ben, c'est que les pratiques de la gouvernance ont façonné un récit dominant autour de la catastrophe que j'appelle une politique de revitalisation. Une politique qui va mettre l'accent sur le rapatriement progressif des évacués, un soutien renouvelé face à l'énergie nucléaire, une mentalité de résilience, et aussi un discours sanitaire où on pense que la beurre de radiation est perçue comme étant plus dangereuse que la contamination en tant que telle. C'est un récit qui va s'opposer à d'autres conceptions du rétablissement, du risque, surtout pour les citoyens qui militaient, bon, sans succès jusqu'ici, pour une évacuation. Donc, le livre, en gros, c'est une critique de la politique de la reprise après le désastre. Bon, c'est pas le concept de reprise même que je critique, mais plutôt la direction que cette reprise-là a pris. Donc, qui ou quoi est inclus dans cette reprise-là? Qu'est-ce qui est invisibilisé? C'est quoi les facteurs, les valeurs, les pressions qui influencent l'imaginaire autour de la gouvernance? Comment ça se fait aussi que globalement, puis même au Japon, on trouve un discours commun qui va décrire un peu les conséquences de ce désastre-là comme étant moins pire que prévu, voire même terminé. Mais c'est une politique qui est intéressante si vous la mettez en comparaison avec d'autres tragédies nucléaires, dont les bombardements atomiques à Hiroshima et Nagasaki ou le désastre de Tchernobyl, qui est survenu en 1986 dans l'ancienne Union soviétique. Puis c'était souvent des tragédies qui étaient inséparables de politiques de secret, puis aussi de discours officiels de victimisation. En contraste, bon, mais quand souvent on est des académiques, je vous dis Fukushima, ça vous dit quelque chose, mais bon, quand je parlais à des gens qui n'étaient pas académiques, on ne savait pas ce qu'était Fukushima. Même au Japon, dans d'autres régions, les gens étaient surpris, ils me disaient pourquoi tu étudies ce désastre-là? C'est pas fini déjà. Donc, on avait un imaginaire très, très différent. Et c'est une reprise que j'ai étudiée en me concentrant sur le concept de la gouvernance, en regardant comment différents groupes vont s'affronter et collaborer pour gérer quelque chose qui est aussi controversé. Donc, je vais mettre en lumière les différentes stratégies, les différents facteurs qui vont solidifier un petit peu cette politique de revitalisation à travers un processus que j'appelle la gouvernance radioactive. Puis en sciences pures, le phénomène de la radioactivité, grosso modo, c'est un élément instable qui devient peu à peu stable. Et en devenant stable, ben, il va rejeter des choses, il va émettre de la radiation. Donc, j'utilise un petit peu cette analogie-là pour parler du désastre. Puis mon intérêt, ben, c'est de comprendre le processus de gouvernance qui va transformer le récit de Fukushima d'une situation de crise instable en 2011 à justement ben, une situation de reconstruction. Et je regarde, ben,
Qu'est-ce qui fait partie de ce discours-là? Qu'est-ce qui, au contraire, n'en fait pas partie? Donc, chaque chapitre va examiner bon, un sous-aspect pardon, de la gouvernance radioactive. Donc, les stratégies qui vont transformer cette situation de crise en état de rétablissement. Puis je vais vous en parler en détail un petit peu plus loin. En termes de contribution, ben, une des premières contributions que je fais, c'est de retracer l'évolution historique des pratiques de gouvernance face aux catastrophes nucléaires. C'est-à-dire que la gouvernance de Fukushima, ben, c'est radicalement différent un peu de l'accident de Tchernobyl, survenu justement en pleine guerre froide sous l'occupation soviétique, où il y avait beaucoup de propagande, il y avait beaucoup de secrets. Donc, moi, je pense que ce qui caractérise les sociétés démocratiques de l'après-guerre froide, comme le Japon, ben, c'est une gouvernance qui s'appuie de plus en plus sur les organisations internationales, mais aussi sur les propres citoyens pour gérer les conséquences des catastrophes. Donc, on est vers un tournant de gouvernance transnationale du risque, co-gestion des catastrophes par la population. Ça contraste bon, avec les événements antérieurs où les États dissimulaient souvent les incidents d'ordre nucléaire. Une autre contribution, c'est de proposer une théorisation un peu plus riche de la gouvernance dans les études sur les catastrophes, bon, surtout en anthropologie. On retrouve un petit peu des fois cette dichotomie entre l'État, qui est dépeint comme étant bon, le bad boy de l'histoire, et les citoyens qui, au contraire, eux autres sont les héros. On a une grosse romance de résistance qui fait un petit peu partie de notre discipline. Donc, grosso modo, un narratif de David contre Goliath. Moi, je trouve qu'il y a un peu un problème avec ce narratif-là. C'est-à-dire que, premièrement, ça nous empêche de comprendre la complexité de la gouvernance. Ça crée souvent des caricatures de l'État comme des entités homogènes, alors que c'est rempli de contradictions. On fait aussi une idéalisation de la résistance dans l'étude des citoyens, sans nécessairement se rendre compte que la société civile peut très bien, comme l'État, créer ses propres sources de violence, puis reproduire aussi des catégories d'injustice. Puis troisièmement, vous avez aussi d'autres acteurs qui ne tombent pas très, très bien dans ces deux catégories-là. J'ai aussi beaucoup regardé les idéologies de marché, le monopole des experts internationaux, les organisations non gouvernementales pour voir comment ça entre dans cette gouvernance. Finalement, mais une contribution au niveau un petit peu plus métathéorique, on se demande souvent, est-ce que les grosses crises, mais ça amène des changements radicaux sans précédent? Bon, je veux dire ici que les crises ne vont pas nécessairement amener bon, une espèce de tabula rasa qui va engendrer là, des bouleversements majeurs. Oui, il y a des changements qui surviennent, mais ces changements-là vont aussi s'inscrire en dialogue avec des anciens éléments préexistants. Donc, si on veut mieux comprendre le changement socioculturel, c'est aussi beaucoup important de regarder les schémas de continuité. En termes de méthode, je vais passer un petit peu vite pour ne pas dépasser le 40 minutes. Bon, en tant qu'anthropologue, on fait souvent ce qu'on appelle de l'ethnographie. Grosso modo, c'est aller sur le terrain, parler aux gens, regarder ce qu'ils font. Donc, beaucoup d'entrevues avec des personnes directement touchées par la catastrophe, des habitants, des ingénieurs, des gens du nucléaire, ainsi de suite. Beaucoup d'observations participantes aussi, vont regarder comment les gens vivaient cette situation-là. Puis, on a aussi souvent des réflexions éthiques, c'est-à-dire, bon, mais qu'est-ce que ça implique d'étudier un désastre en tant qu'académique, qu'anthropologue qui ne vit pas à Fukushima? Un petit contexte avant. Fukushima, c'est une préfecture, c'est l'équivalent d'une province au Canada, dans le nord-est du Japon, un petit peu comme vous voyez en haut de Tokyo. Historiquement, une préfecture qui a toujours été pauvre, qui a aussi subi beaucoup de dépopulation, donc une population très vieille. Quand le désastre est arrivé en 2011, vous avez eu une zone d'évacuation de bon, 20 km. Et grosso modo, vous avez eu environ 160 000 personnes qui ont évacué. Après le désastre, il y a eu une augmentation du niveau acceptable d'exposition par 20 fois. Et c'est une décision qui a été prise justement pour limiter la portée de l'évacuation. Bon, imaginez une ville comme Tokyo qui a pas loin de 40 millions d'habitants quand on pense à l'agglomération. Ça aurait été aussi catastrophique. Sans trop de surprise, bon, c'est une décision qui a suscité beaucoup de controverses. Les gens étaient contre le fait que ce taux-là soit augmenté de 20 fois. Ensuite, on a eu un récit sanitaire, surtout des organisations globales, où on disait, par exemple, que l'exposition de la radiation était trop faible pour engendrer des effets néfastes, que les dégâts les plus importants étaient psychologiques. On avait aussi stressé le fait que l'évacuation avait causé beaucoup de problèmes. Mais pour aussi mieux comprendre ce récit-là, c'est important de revenir un petit peu en arrière, de revenir dans le côté historique du Japon, où la consolidation de l'énergie nucléaire au Japon arrive vraiment à partir des années 50, fortement influencée par les États-Unis, par la géopolitique de la guerre froide,
parce qu'on a peur du communisme dans l'Asie de l'Est et les États-Unis se disent, ça ferait bien qu'on ait un allié qui ait la capacité nucléaire, ça pourrait servir de déterrence. Aux Japonais, on vend ça un petit peu comme une technologie d'avancement scientifique, mais il y a quand même une grosse allergie à l'atome, Hiroshima et Nagasaki, ainsi de suite. Donc, les élites japonaises, le gouvernement américain embarquent dans une refonte de cet imaginaire autour de l'énergie par de la propagande. Il y a une création de limite de la sûreté nucléaire, grosso modo, qui dit qu'un désastre ne peut pas arriver. Et vous avez différents acteurs connus sous le terme de village nucléaire qui vont aider à renforcer ce consensus-là. Vous avez plusieurs stratégies qui ont aidé ça, de la capture réglementaire, contrôle de l'évaluation, comme vous voyez ici, des petites bandes dessinées où Monsieur Plutonium dit à un enfant que vous pouvez boire un soda au plutonium, il n'y a pas de danger. Et ce qui a été vraiment le plus important, c'est la création de structures affectives, donc qui ont suscité non seulement un consensus, mais un amour et une fierté autour de l'énergie nucléaire civile. Et quand j'interviewais des ingénieurs nucléaires, ils me parlaient tous de Astro Boy, ce petit robot qui marche à l'énergie nucléaire et qui leur promettait, bon, un futur radieux. Et cet imaginaire-là était tellement puissant que ça a même changé le rôle de Godzilla. Quand vous allez dans les premiers films de Godzilla, Godzilla est un monstre qui détruit Tokyo. Il est méchant. Dans les années 70-80, il protège Tokyo contre d'autres monstres qui viennent de l'espace. Donc, ça a même changé Godzilla et c'est un contexte qui influence mon imaginaire de la gestion associée au désastre nucléaire. Deuxièmement, j'ai aussi beaucoup regardé la question de l'expertise après Fukushima. C'était quoi un expert approprié ou de l'expertise appropriée? Et je me suis concentré sur des conférences où différents experts parlaient de catastrophes très différentes. Euh, En regardant justement cette divergence d'expertise, en tant qu'anthropologue, c'est pas ma job de dire ce groupe-là a raison, ce groupe-là n'a pas raison. Je voulais plutôt regarder comment la politique de revitalisation était indissociable de la gouvernance d'un certain régime d'expertise, puis qu'une expertise appropriée, mais c'était aussi un enjeu politique influencé par des pressions sociales, des cultures scientifiques, puis une politique économique. Par exemple, dans les conférences officielles, plusieurs experts parlaient de la radiation en stressant ben, l'anxiété, la discrimination, les dommages économiques qu'on appelle fuyo igai, le fait que les catastrophes naturelles avant le désastre avaient été aussi plus dommageables. Par exemple, ici, on avait un dessin fait par des jeunes enfants à la maternelle pour démontrer qu'il y avait beaucoup de stress. On avait aussi le récit, en gros, d'une deuxième catastrophe. Donc, c'est une expertise qui a mis de l'avant le fait que ben, le stress post-traumatique, c'était peut-être plus dangereux que la contamination qui restait. J'ai aussi interviewé les experts qui étaient contre ce discours-là, donc des experts en médecine, des experts en épidémiologie, puis je me demandais ben, comment est-ce que la politique de revitalisation a peut-être empêché certains discours d'acquérir une autorité. Si vous avez par exemple l'image d'un enfant qui s'est fait retirer la thyroïde à cause de la contamination. Plusieurs de ces experts-là m'ont parlé du fait qu'il subissait beaucoup de pression indirecte, il y avait des menaces de se faire supprimer le budget, il y avait une certaine ostracisation, donc on ne faisait pas partie des symposiums officiels. Et parler de dommages biologiques, mais c'était souvent perçu comme un facteur qui aggravait l'anxiété à Fukushima. Ce qui est intéressant, c'est si on fait un peu une comparaison avec le terme de radiophobie qui a été très, très important après Tchernobyl. La radiophobie, un peu, c'est comme la peur des radiations. On associait ça à un trouble mental, un problème individuel. La notion de fuyo igai, des dommages économiques, c'était avant tout perçu comme un problème collectif, un problème qui privilégiait les facteurs socio-économiques comme les principaux leviers du redressement. Ça permettait à l'État de contourner des affirmations scientifiques. Donc, on disait d'une certaine façon aux experts qui étaient critiques, ben, tu sais, ce que vous dites, c'est pas nécessairement scientifique et, scientifiquement erroné, mais ça peut être relativement gênant dans cette optique de revitalisation. Euh, donc, en gros, vous avez une coproduction un petit peu d'expertise et de politique qui engendre une dichotomie entre dans les scientifiques, dont le discours appuie la reconstruction, puis ceux dont une expertise biomédicale est simplement antagoniste avec une revitalisation. Donc, c'est très similaire un petit peu avec ce qu'on retrouvait après la Deuxième Guerre mondiale, où les ingénieurs nucléaires travaillaient justement pour la grandeur du Japon.
J'ai beaucoup étudié aussi les mouvements citoyens, c'est-à-dire qu'après le désastre, comme vous le voyez sur la photo, plusieurs gens ont commencé à produire des données sur la contamination par eux-mêmes en s'achetant des appareils de surveillance. Certains de ces citoyens-là ont trouvé bon, ben, des cas sérieux de contamination. Ils ont interprété leurs données comme des signes de danger, un discours qui était drastiquement différent de celui de l'État. Un mouvement qui a été connu sous le nom de Shimin Kagaku, science citoyenne, un terme qui peut être aussi problématique. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de travail avec un groupe de mères qui étaient bon, anxieuses, des gens qui avaient évacué par leurs propres moyens. Donc, c'est des gens qui n'avaient pas été forcés d'évacuer, mais qui, par exemple, habitaient très proches des zones d'évacuation et qui, en faisant des mesures, se sont rendus compte que bon, la contamination était aussi venue chez eux. Donc, leurs pratiques ont rendu visible parfois la contamination au-delà des cartes officielles de l'État. Ça a aussi mis en lumière certaines des limites de l'État. Et c'est des gens qui ont utilisé leurs données pour mettre de l'avant une politique de victimisation. Et en japonais, il y a plusieurs noms pour parler de victimisation. Un qui est important, c'est Tojisha. On parle de victimisation, mais une victimisation qui n'est pas passive, qui est très active. Donc, il n'y a pas une connotation nécessairement mauvaise. Donc, je les ai suivis dans des manifestations publiques, des demandes de procès, des associations avec d'anciens Hibakusha, donc les gens qui avaient été affectés par la bombe. Et c'est une politique qui, bon, malheureusement pour eux, s'est soldée par un échec au niveau légal. Il y a eu beaucoup de pression, accusations d'antipatriotisme, la difficulté à recruter des gens qui avaient peur du côté un peu politique de leur organisation, un manque d'argent, beaucoup de fatigue. Donc, mais même si ça a échoué, c'est quand même bon, des mouvements qui ont contribué d'une certaine façon à la gouvernance en amenant des conceptions très, très différentes, alternatives de la reprise en réinventant des identités partagées. Donc, par exemple, ici, vous avez une mère de Fukushima qui était devenue justement amie avec une ancienne Hibakusha, donc une ancienne femme qui s'était faite irradier durant la Deuxième Guerre mondiale. Quatrièmement, les fixes techniques étaient aussi très importants. Donc, j'ai beaucoup regardé les solutions techniques comme la surveillance, la décontamination. Donc, c'était des mesures qui étaient à la fois pragmatiques, mais aussi symboliques. Leur efficacité a été quelque peu limitée, mais ça a aidé à forger des récits de contrôle gouvernemental. La surveillance a vraiment aidé l'État à passer d'un État qualitatif à un État quantitatif. C'est-à-dire que quand le désastre est arrivé, ben, vous avez ce gros cercle concentrique de 20 kilomètres et là, les gens se posent plein de questions. Est-ce que je peux manger telle nourriture? C'est quoi le niveau chez moi? L'État a amené bon, des grosses machines pour mesurer la radiation. Et ça l'a vraiment permis par la suite de fragmenter Fukushima en différentes zones, de subdiviser ça en des zones de rétablissement où vous avez une zone avec un niveau plus élevé, un niveau moyennement élevé, puis un niveau plus faible. La décontamination aussi, bon, vous avez une petite maquette de décontamination ici, a été utile aussi pour empêcher la perte de territoire, ce qui est une peur majeure dans l'imaginaire japonais. On a cet imaginaire d'une petite île, on ne veut pas perdre de territoire. Et ça a permis de changer les zonages des régions. C'est-à-dire que quand on décontaminait une zone, ben, on passait de orange à vert et en faisant ça, on pouvait aussi couper ben, certaines formes de compensation qui coûtaient très cher à l'État. Quand on sort du laboratoire, quand on sort des maquettes, la réalité est un peu différente. Il y a des limites dans la surveillance. C'est-à-dire que très souvent, les cartes du gouvernement n'étaient pas très, très utiles pour les gens. Ça vous donnait une moyenne dans une ville. Puis bon, pour les gens qui vivaient là, la moyenne, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ici, vous avez des fermiers qui ont créé leurs propres cartes et qui avaient bon, des résultats très différents de l'État. Contamination, c'était littéralement du cas par cas. Vous faisiez quelques pas et vous pouviez avoir des mesures très différentes. C'est aussi des cartes qui montrent seulement une partie de la contamination, qui peuvent ignorer certains risques. C'est-à-dire que les cartes de l'État ont été basées sur ce qu'on appelle la radiation externe. Quand vous avez des polluants radioactifs qui tombent, ben, ces polluants-là, ils vont envoyer un petit peu des rayonnements comme des rayons X, là, si vous voulez. Et les cartes mesurent ça. Mais si vous ingérez ces polluants-là, il peut y avoir des risques spécifiques et les cartes ne sont pas nécessairement utiles pour comprendre ces risques. Il y a aussi beaucoup de limites à la décontamination. Quand on parle de décontamination radiologique, ça apparaît très, très technique, mais en gros, c'est un synonyme de prendre de la terre contaminée,
de la mettre dans des sacs poubelles, dans des sacs noirs comme vous voyez ici, et de déplacer le problème ailleurs, mais la contamination demeure dans les sacs. Ça crée beaucoup de problèmes de gestion. Les gens qui étaient retournés à Fukushima me disaient, ah, je veux dire, je suis retourné dans la nature, puis je vois ça tous les jours, puis c'est littéralement une montagne, puis ça vient me peser. C'est pareil aussi pour la région de Fukushima. Bon, le trois quarts de Fukushima, c'est des montagnes, c'est les forêts, et ça ne peut pas être décontaminé. Donc, c'est une culture qui a disparu après le désastre. Mais c'était des outils qui étaient quand même symboliquement très, très puissants. Bon, ça a permis de réduire les zones d'évacuation, ça a permis de promouvoir un discours de propreté. Ça a été beaucoup poussé avant les Jeux olympiques qui sont arrivés au Japon pour justement démontrer que Fukushima était sécuritaire. On a eu aussi une grosse gouvernance qui était indissociable de la gestion de l'imaginaire rural. Donc, une agence en particulier, l'Agence de la reconstruction, a mobilisé justement des notions de nostalgie autour de ce que les Japonais appellent le furusato. Ça se traduit par terre natale. Voyez ça un petit peu comme le terroir. Si on vous dirait le terroir québécois, c'est un petit peu similaire. Donc, c'est une notion qui a été vraiment un repère politique pour parler de rétablissement. Pour certains gens, ben, on avait le fantasme d'un lieu qui était pur autrefois, qui confronterait un lieu qui pouvait devenir encore. La politique de revitalisation était justement indissociable de ce concept de terre natale. Beaucoup de bureaucrates dans l'État japonais me disaient, mais Maxime, les gens veulent retourner à Fukushima parce qu'ils s'ennuient de leur terre natale. On parlait aussi d'une perte potentielle de la tradition rurale liée à l'évacuation. Le gouvernement faisait beaucoup de promotion d'activités touristiques. On parlait même d'une perte des régions rurales comme une perte commune pour l'ensemble de la culture japonaise. J'ai fait du travail avec des évacués qui avaient été forcés d'évacuer et effectivement, beaucoup de ces gens-là me parlaient de leur furusato, me parlaient de leur terre natale. Mais c'est un désastre qui avait quand même drastiquement changé la fabrique sociale de leur terre natale. Bon, beaucoup de gens me disaient, si je retourne dans mes régions, c'est plus les mêmes gens qui vont être là. Je ne peux pas aller en montagne, je ne peux pas cueillir des champignons. Bon, la culture de ma terre natale a changé, donc oui, je vais revenir, mais je ne vais jamais revenir exactement pareil. Beaucoup de gens aussi qui s'étaient fait une nouvelle communauté dans les centres d'hébergement temporaire et qui avaient peur de perdre encore une fois cette communauté. Alors, je passe à ça. Donc, on avait ici des récits culturels, puis on en retrouve partout ailleurs, là. On pourrait même vous parler aussi des fois de notion de frontières américaines. Donc, des récits culturels qui contribuent à forger des imaginaires puissants qui influencent la gouvernance d'enjeux controversés. On pensez à ce qui se passe en ce moment avec Trump, l'imaginaire de la frontière américaine, c'est quand même assez similaire. Et dans les études sur les catastrophes, on parle souvent un petit peu de la mobilisation stratégique de la science, mais on retrouve aussi une gestion de l'imaginaire culturel qui est aussi puissante qu'une mobilisation stratégique de la science. 6, j'ai beaucoup regardé les imaginaires nucléaires et les incertitudes. Dans ce chapitre-là, je veux dire que les incertitudes peuvent être instrumentalisées pour rendre certains risques comparables afin de créer, si vous voulez, une hiérarchie d'urgence. Puis cette hiérarchie d'urgence-là, elle va dépolitiser les débats sur les dangers de la radiation à Fukushima. Pour certains ministères, vous avez des incertitudes liées à l'abandon de l'énergie nucléaire qui vont engendrer des troubles politiques d'une ampleur supérieure à ce qui se passe à Fukushima. Vous avez, si vous voulez, une espèce de double dépolitisation où la contamination à Fukushima va être un petit peu dépolitisée par le biais de priorités qui nécessitent des actions immédiates. J'ai fait beaucoup de travail sur le ministère de l'Économie, du Commerce et des Industries qui était un ancien régulateur de l'énergie nucléaire au Japon, un des ministères les plus puissants au Japon. Et je me demandais comment ce ministère-là parlait d'énergie nucléaire après Fukushima, parce qu'après Fukushima, l'énergie nucléaire a été arrêtée. On voulait justement faire de l'inspection pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Mais avant, bon, l'énergie nucléaire fournissait 30 de l'énergie au Japon, donc ça a été un gros changement pour ce ministère-là. Et quand j'allais dans les conférences, quand je parlais aux gens, je me suis rendu compte que ce ministère-là poussait souvent trois incertitudes de l'avant. On parlait d'une incertitude qui était liée à la sécurité énergétique, donc on ne voulait pas dépendre de la Chine, on ne voulait pas dépendre d'autres pays. On parlait d'une incertitude liée à l'expertise japonaise.
On disait, mais regardez, dans le domaine nucléaire, on est en train de perdre notre position face à la Corée, ça n'a pas de bon sens. Puis on parlait des incertitudes liées au changement climatique qui sont problématiques pour le Japon. C'est des incertitudes qui étaient liées à des imaginaires spécifiques. Donc, ça démontre que le nucléaire, ce n'est pas juste de l'électricité. Pour certaines institutions étatiques, c'est un symbole d'indépendance. Il y a encore une fierté technologique qui va au-delà des centrales. Et vous avez aussi une fétichisation du nucléaire pour régler des problèmes environnementaux. Donc, on disait, oui, il y a de la contamination, mais en même temps, ça peut combattre le réchauffement climatique. Et c'est des incertitudes, des imaginaires qui influençaient encore le débat sur Fukushima. Beaucoup de bureaucrates ne me disaient pas, Maxime, il n'y a pas de contamination. Non. On me disait, oui, oui, il y a de la contamination, oui, ça a été problématique pour Fukushima. Mais on comparait ça, on balançait ça avec d'autres incertitudes, des incertitudes qui étaient considérées un petit peu justement comme moins urgentes que ben, la sécurité énergétique, l'expertise technologique ou le réchauffement global pour ce ministère-là. Donc, on n'était pas dans une politique du secret, mais dans une espèce de distribution stratégique d'urgence qui vont ben, contenir certains éléments perturbateurs, la contamination, pour un ministère. Avant-dernier chapitre, bon, l'infrastructure d'enseignement. J'étais intéressé à savoir comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on enseigne le phénomène de la radioactivité après un tel désastre. Ben, ici, vous avez par exemple un petit jeu où les enfants pouvaient apprendre à décontaminer Fukushima avec une petite pelle. Et ce que j'ai vu dans ces infrastructures-là, c'est que les radiations étaient souvent présentées comme inoffensives, voire même bénéfiques. Donc, ces infrastructures d'enseignement-là véhiculaient des informations qui étaient surtout asymétriques. Euh, on omettait bon, beaucoup d'aspects controversés. Et c'est un résultat qui était obtenu grâce à trois itérations, c'est-à-dire qu'on poussait beaucoup les analogies naturelles, on poussait l'esthétique charmante, puis on poussait l'émerveillement de la science et de la technologie. En termes d'analogie naturelle, ben, par exemple, ici, vous avez des appareils de mesure, puis ça permettait aux enfants de mesurer ben, la radiation que vous aviez, par exemple, dans le riz, dans les métaux, dans des éléments naturels. Et ça laissait entendre que ben, la radioactivité, c'est aussi un phénomène courant. C'est pas juste quelque chose de mystérieux lié à un désastre nucléaire. Mais encore une fois, c'est des analogies qui ne rendaient pas nécessairement compte de la complexité des dangers liés aux radiations. Oui, il y a de la radiation dans des bananes, mais manger une banane, c'est pas la même chose que de manger, par exemple, des polluants radioactifs qui ont des effets très, très spécifiques sur le corps. Donc, ce qui est critiquable ici, c'est pas nécessairement le fait que la naturalité, effectivement, fasse partie du phénomène de la radiation, mais plutôt la mobilisation stratégique de ces analogies-là. Ensuite, il y a eu beaucoup une utilisation d'esthétique mignon. On appelle ça le kawaii au Japon. Vous connaissez peut-être Hello Kitty, là, donc tout ce qui est mignon. Il y avait par exemple des explications sur les polluants radioactifs. On les anthropomorphisait de manière très enfantine. Par contre, on ne parlait pas des risques spécifiques. Des jeux interactifs où les enfants, un petit peu comme une Ouigo, là, on pouvait jouer à des jeux puis bloquer la radiation avec son corps. Et les gens me disaient, mais tu sais, Maxime, ça, c'est un outil pédagogique parce qu'il y a eu beaucoup d'anxiété par rapport aux radiations. C'est très difficile à comprendre aussi pour les enfants. Donc, on a besoin d'un médium pour au moins leur montrer comment ça marche. Donc, encore une fois, ce n'est pas le kawaii ici qui doit être critiqué, mais plutôt l'utilisation de ce médium-là. Une utilisation qui créait avant tout une atmosphère rassurante, puis bon, qui occultait certains dangers. Finalement, on avait aussi les merveilles de la science et des technologies. On parlait beaucoup des aspects utiles de la radioactivité. On disait, mais tu sais, les radiations, ça ne fait pas juste causer des cancers, ça peut aussi être utilisé pour combattre des cancers. Et donc, on privilégiait les aspects positifs des radiations au détriment de leur aspect négatif. Ce qui est tout à fait vrai, mais ce qui n'est pas nécessairement lié avec un contexte très particulier d'après-désastre dans le nucléaire civil. C'est aussi un moyen de raviver l'intérêt pour le nucléaire parce que, bon, après ça, il y a eu une grosse drop, pardonnez-moi l'anglicisme, dans les inscriptions d'études qui étaient liées à la science nucléaire. Et bon, on avait peur aussi de perdre cette expertise. C'est intéressant si vous comparez ça un petit peu avec ce qu'on retrouve dans les musées à Hiroshima, où là, on vous montre des gens dont la peau a fondu, on vous montre des bouts de doigts calcinés, et il y a une politique spécifique liée à ça, ben, c'est de devenir la première victime mondiale du nucléaire.
après Fukushima, ben là, c'est dans une politique qui est très, très différente, une politique de revitalisation. Donc, il y a une coproduction qui est avec la mobilisation de la radiation qui est très, très difficile. Donc, c'est une infrastructure d'éducation qui va s'inscrire dans un processus de contrôle qui veut justement apaiser les troubles sociaux. Finalement, là, j'aimerais ça parler d'un deuxième aspect de la science citoyenne. Je vous ai déjà parlé de comment certains scientifiques citoyens mobilisaient leurs données pour parler d'une politique de victimisation. Mais il y a aussi une grosse partie de la science citoyenne qui a en fait évolué en collaboration un peu. Ce n'est pas une collaboration main dans la main. C'est vraiment plutôt sur une voie parallèle avec la politique officielle du Japon. Ce qui amenait parfois des conceptions un petit peu hégémoniques du risque, des visions normatives du rétablissement. Et moi, un petit peu, j'ai perçu cette influence-là des sciences participatives comme quelque chose qui reflète un tournant assez néolibéral dans la gestion de la contamination, qui va entraîner, par exemple, surtout, ben, une délégation du risque, où le risque devient une question individuelle plutôt que quelque chose qui est la responsabilité de l'État ou du pollueur. Donc, ça transfère la responsabilité de la protection sur le dos des victimes. Puis, il y avait, bon, trois raisons spécifiques pour ça. La première raison, ben, c'est lié à l'interprétation des données. C'est bien beau produire des données, mais une fois qu'on a le chiffre, il faut aussi l'interpréter. Comment puis pourquoi on l'interprète? Ben, c'est très complexe. Et moi, très souvent, j'ai vu des citoyens avoir le même nombre, mais arriver à des interprétations carrément différentes en disant, ben, ça représente du danger, ça représente de la sécurité. Ça, c'est lié, par exemple, au fait que ben, les outils de surveillance, ils vont produire beaucoup d'informations, mais aussi ben, beaucoup d'ignorance. Bon, je vous en ai parlé tantôt. Un compteur Gégère, c'est très utile pour la contamination externe, mais ça ne vous dit rien sur une contamination interne. Aussi, quand on parle de connaissances appropriées, ben, c'est important de dire que cette science-là a été longtemps imbriquée dans un héritage de la guerre froide où on a ben, souvent privilégié bon, la stabilité politique, les avantages économiques au détriment de certaines incertitudes liées à une exposition des faibles doses. Puis, il y a d'autres facteurs qui vont expliquer ça. Moi, je parlais par exemple à des fermiers. Ils me disaient, Maxime, moi j'ai 70 ans. Je vais peut-être mourir de manière naturelle dans 5 ans. Fait que le risque des radiations, là, j'en ai rien à cirer. C'était très, très dépendant aussi de plusieurs facteurs. Deuxièmement, mais il y a aussi des citoyens qui avaient une compréhension de la reprise très similaire de celle du gouvernement. Plusieurs gens me disaient, Maxime, tu sais, le risque biologique, c'est juste un des problèmes auxquels on fait face. Donc, dans ce contexte-là, si les citoyens scientifiques utilisaient leurs données à des fins politiques, bien, ça risquerait de fragmenter encore plus la communauté, puis de créer encore plus des tensions. Ici, par contre, par exemple, bien, vous avez de la terre qui était très, très contaminée, puis malgré le fait que ces citoyens avaient trouvé ça, on ne l'utilisait pas pour parler, on ne l'utilisait pas pour amener une politique de victimisation pour demander des rectifications à l'État. On l'utilisait pour gérer soi-même la vie à Fukushima. Euh, Finalement aussi, vous avez beaucoup de ce que j'appelle le discours d'empowerment. Ça ne se traduit pas très, très bien en français, mais vous avez beaucoup d'organisations liées au lobby nucléaire qui ont commencé, après le désastre, à faire de la promotion de discours d'autonomisation afin de permettre aux gens de poursuivre leur vie à Fukushima. On appelle ça le Practical Radiological Protection Culture, ce qui est vraiment un petit peu un calcul de risque-bénéfice où on va vous dire, par exemple, mais regardez, si vous voulez vivre à Fukushima, vous voulez baisser votre risque, mesurez les champignons par vous-même, mesurez votre radiation, puis vous allez être capable de mieux gérer votre exposition. Mais c'est quand même une culture de protection qui offre des choix en fait très limités où l'évacuation n'est pas possible. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient aussi impacter la subjectivité même des gens. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de gens commençaient à se blâmer eux-mêmes en disant, ben là, j'aurais peut-être pas dû aller dans la montagne, j'aurais peut-être pas dû manger les champignons. Donc, ils se blâment eux-mêmes au lieu de critiquer les structures plus larges qui les ont mis dans ce contexte-là. Même dans les documents officiels nucléaires, on ne parle plus de victimes, on parle de stakeholder. Donc, la catégorie même de victimisation devient invisibilisée. L'État japonais a vraiment beaucoup encouragé ce genre de sciences citoyennes. On parle pratiquement d'une cooptation. Et en gros, on a un peu deux types de sciences citoyennes. Vous avez un type de science citoyenne qui a mobilisé les données pour amener une politique de victimisation qui a échoué. Une autre science citoyenne qui a utilisé ça pour revitaliser
la région, elle est soit tolérée par l'État, soit encouragée par l'État. Mais il y a quand même un danger où il y a une certaine normalisation de certains risques qui engendrent des sociétés où les citoyens vont devoir prendre soin d'eux-mêmes dans des environnements qui sont de plus en plus pollués, tout en interprétant ben, des données qui sont souvent partielles, mais sur des dangers qui sont très controversés. Donc, pour finir, Fukushima est un désastre qui a entraîné des changements locaux majeurs. Vous venez de le voir. Il y a aussi des changements très importants dans la gouvernance des désastres nucléaires. Mais il y a eu quand même énormément de business as usual. C'est-à-dire que pour les élites japonaises, pour les élites de la scène globale, c'est pas nécessairement non plus un désastre qui a amené un changement de paradigme. On n'est pas dans l'univers de Thomas Kuhn, si vous connaissez ses travaux. Donc, on n'a pas de remise en question radicale face à la production d'énergie, face aux risques qui sont acceptables dans la société, ni de nos modes de vie capitalistiques. Et ça m'amène peut-être à dire que Fukushima va peut-être représenter la fin des désastres nucléaires. Quand je parle de la fin des désastres nucléaires, je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas d'autres accidents qui vont arriver. Je parle plutôt de la fin d'une certaine vision, de la fin d'un certain imaginaire où auparavant, ben, les catastrophes nucléaires représentaient des événements radicaux, des événements globaux, des imaginaires de rupture. Même aujourd'hui, dans les textes officiels, on ne parle plus de catastrophe ou de désastre. On parle d'anomalie, on parle d'incident, on parle d'accident. Et ça, c'est une photo que j'aime bien. En fait, il y a tellement de terres contaminées à Fukushima, celle que vous avez vue dans les sacs, que le gouvernement ne sait plus quoi faire avec et on a changé l'étymologie. On ne parle plus de contamination, on parle de terre recyclée et on commence à le recycler partout, dans les constructions de routes et même dans des plantes où vous allez avoir ici, par exemple, de la terre qui est utilisée pour amener des belles petites plantes, puis on les met dans les cabinets de différents ministres. Donc, cette disparition un petit peu de cet imaginaire-là, ça risque d'être aussi peut-être compliqué par l'avènement de ce qu'on appelle l'Anthropocène, donc période où les humains auraient affecté la Terre de manière permanente. Et on peut se demander, bon, ben, dans cette optique-là, dans ce scénario d'Anthropocène, est-ce qu'une contamination accrue, ça change la donne qu'on vit déjà dans un monde toxique? Est-ce qu'on peut même parler d'un concept de désastre à l'époque de l'Anthropocène? Mais pour finir un petit peu sur une note un peu plus optimiste, il y a une image que j'ai jamais un peu oubliée dans mon terrain de recherche. C'est l'image d'un petit enfant avec sa sœur qui est né dans une place d'hébergement temporaire et qui tentait, tant bien que mal, d'essayer de marcher debout, lui qui balbutiait. Puis bon, ce petit garçon-là, ce little boy, pour faire référence à la première bombe atomique qui a été larguée sur Hiroshima, peut peut-être nous enseigner beaucoup alors qu'on essaye nous-mêmes de marcher sur la terre brûlée de l'Anthropocène. Et bon, j'aimerais ça que ce soit un petit stakeholder du futur, mais pas dans des connotations néolibérales. Donc, merci beaucoup.